on peut quand même constater que les puissances nucléaires n'ont jamais été attaquées sur leur territoire. Et quand on parle justement du cas de l'Ukraine, c'est bien la démonstration, avec tout le respect que je vous dois, mon général. L'Ukraine avait des armes nucléaires sur son territoire jusqu'aux accords de Minsk et le protocole de Lisbonne en 1991, où ils se sont mis d'accord avec les Russes de les rendre, de se désarmer. Et les Russes, en échange, ont promis de ne jamais envahir l'Ukraine. Oui, enfin, les Ukrainiens sont morts les doigts. Sauf sont morts des doigts tous les jours. Les armes, et une fois désarmés, ils se sont fait envahir. Donc au contraire, le cas de la guerre en Ukraine est une démonstration qu'il vaut mieux avoir des armes nucléaires que de ne pas en avoir. Je voudrais intervenir là, vraiment. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, pardon. J'ai beaucoup de respect pour l'ingénieur et certainement comme ingénieur, il a des tas de qualités que je n'ai pas. Mais quand même, je suis militaire. J'ai quand même une certaine expérience de la chose militaire puisque j'ai passé 40 ans sous l'uniforme. Et donc, ce que vous dites, notamment à propos des armes nucléaires en Ukraine, c'est complètement absurde. Les armes nucléaires, il y avait effectivement 4000 armes nucléaires stationnées en Ukraine au moment de l'indépendance, mais ces armes nucléaires étaient complètement sous le contrôle de la Russie. Les Ukrainiens, de Moscou. Les Ukrainiens n'ont jamais eu les codes, même s'ils auraient été incapables de se servir des armes nucléaires compte tenu des connaissances technologiques, de la possession de matériaux fissiles, etc., ils étaient complètement incapables de le faire. Alors bien sûr, il y a eu comme nous le disons dans l'article que je vous invite à lire, l'article du Monde, bien entendu, il y a eu des pressions des pays occidentaux, des grandes puissances occidentales, de la Russie, pour que l'Ukraine se débarrasse de ses armes nucléaires. Mais les armes nucléaires en Ukraine, elles n'ont jamais été sous le contrôle des Ukrainiens, mais jamais. Donc c'était vraiment un faux argument de dire que si l'Ukraine avait eu des armes nucléaires, peut-être. La question ne se pose pas de cette façon-là. Il y a Didier François qui voulait réagir à ça. C'est juste une chose. Le général Norlin a raison sur une chose. Sur quoi ? Sur une chose importante, c'est que le nucléaire n'est pas une dissuasion absolue de tout. C'est-à-dire que le nucléaire dissuade du nucléaire, et c'est bien la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est qu'on voit bien que sous le seuil du nucléaire, il y a effectivement un risque de pouvoir mener une guerre conventionnelle de haute intensité qui ne déclencherait pas le feu nucléaire. Et c'est bien là-dessus que toutes les guerres hybrides peuvent jouer. Et que la question qui se pose aujourd'hui, et d'ailleurs dans un premier temps, la dissuasion nucléaire dans les années 60, 70, 80 s'appuyait aussi sur une capacité d'intervention et d'engagement conventionnel forte, à commencer par la première armée, qui était quasiment sacrifiée dans la manœuvre, mais qui montrait la détermination de payer le sang avant de passer à ce qu'on appelait l'ultimaritissement. Donc oui, il y a une réalité, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'être à l'abri relatif de son parapluie nucléaire et penser qu'on est hors du monde et hors des conflits. Didier. La question de la montée en puissance de nos capacités conventionnelles est posée et elle est importante. Ce n'est pas exclusif. Le nucléaire. On va voir le nombre de têtes nucléaires par pays. Je sais que depuis le début de la guerre, on est assez. On est toujours à 300. On vous montre ça assez régulièrement, mais quand même, puisqu'on est au cœur du débat, voilà, 5800 têtes nucléaires côté russe, 5200 ogives du côté américain, 410 avec une Chine qui monte en puissance, 290 c'est la France, et 225. Juste une chose, d'un point de vue purement intellectuel. Beaucoup de gens qui nous regardent doivent se dire depuis des jours et des jours que ce débat qui a été posé sans lettre par Emmanuel Macron, puisqu'en fait Macron ne l'avait pas prononcé cette phrase, mais ce débat qui consiste à dire, mais puisque la France est le seul pays des 27 européens dotés de l'arme nucléaire, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas avec un financement européen une arme nucléaire peut-être plus prolifique, davantage d'ogives, des financements supérieurs, davantage de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, mais on en ferait un parapluie comme les Américains européen
et plus seulement le parapluie français, puisque la dissuasion nucléaire française, elle est stricto sensu française. Elle n'est pas du tout là pour les Allemands, les Espagnols, les Italiens. Elle est 100% française et que française. Donc intellectuellement, Didier, cette question, elle n'est pas absurde. On est tous des Européens ici autour de cette table. Dire finalement, grâce à des financements de Bruxelles, pourquoi ne pas faire de notre... On ne va pas la partager, cette souveraineté. Pourquoi est-ce qu'on ne la partage pas? Je connais la réponse. Mais beaucoup de gens doivent se dire que ce serait une bonne idée. Vous voulez réagir dessus? Oui, il faudrait d'abord avoir un président européen, puisqu'on a vu que c'était porté par une personne. Donc tant qu'il n'y a pas de président européen, il n'y a pas d'unicité de décision. Et si le président de la République ou celui qui donne l'ordre de tir doit consulter N personnes avant de tirer, alors qu'il s'agit de répondre sur des salles qui peuvent arriver sur une grande ville en quelques minutes, on n'a pas le temps de prendre son téléphone et de téléphoner à 200 personnes. Donc il faut une personne, donc il faut d'abord avoir un président européen avant effectivement de pouvoir envisager cette solution-là qui est une possibilité pour l'avenir. Didier François, sur cette question-là, soyons généreux, le parapluie nucléaire français pour l'Europe entière. Il y a deux questions, effectivement. Il y a la question de la prise de décision, et que donc de la façon dont a été conçue la dissuasion française n'est pas une dissuasion, effectivement, elle joue dans la situation en Europe, mais elle n'est pas une couverture absolue, et surtout, il faut voir la question aussi à l'envers. Quelle est la mesure de confiance? La France s'est dotée d'une dissuasion parce qu'elle n'avait pas la confiance absolue dans le fait qu'il n'y ait pas un risque de découplage avec les États-Unis. Est-ce qu'on a la certitude que les États-Unis s'engageraient alors que l'avenir de la France était en jeu? C'était ça la décision du général de Gaulle et de ses prédécesseurs, c'était de se dire, surtout après l'affaire de Suez et d'autres, mais que grosso modo, il n'était pas absolument certain que les Américains décident de passer à une guerre nucléaire pour un pays qui ne soit pas le leur. Et que donc il fallait être autonome et stratégiquement autonome. Donc on peut se poser la question de savoir si nos partenaires européens se poseraient cette question. La question aujourd'hui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et si elle devait se poser, elle se poserait dans des dizaines et des dizaines d'années. C'est important parce que la question posée par Marine Le Pen, c'est un des points qu'elle pose, est de fait une question extrêmement théorique qui ne se poserait pas avant une centaine d'années parce qu'effectivement, il faudrait une unité européenne fédérale, il faudrait une équivalente 5e République, ce qui est strictement improbable dans un fédéralisme, etc. Donc on serait sur autre chose complètement. On n'est pas du tout sur l'avenir de la dissuasion française sur cette question-là. Les amis, maintenant, deuxième question. On ne va pas y passer le réveillon parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer. Mais deuxième question qui est importante et je voudrais vous entendre là, les experts. Que peut-on dire honnêtement aux contribuables et citoyens qui nous regardent sur notre dispositif nucléaire? Je me souviens qu'au début de la guerre, on a beaucoup, je dirais pas moqué, mais on s'est beaucoup interrogé sur la qualité des armes nucléaires, des ogives russes, qui pour certaines avaient des décennies et des décennies. On se demande même s'il n'y en a pas parmi les 5000 Russes qui sont totalement out of order. Que peut-on dire de nos dispositifs? Moi, j'ai appris qu'il n'y avait qu'un seul SNLE qui était à l'eau. Enfin, le SNLE, c'est le sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui envoie, quelle que soit sa place, son emplacement secret dans les fonds marins, qui lui peut envoyer des ogives partout. Mais tout repose sur ce bateau. C'est-à-dire qu'en gros, notre dissuasion nucléaire, il y a les avions aussi, mais repose sur ce bateau. Tout ça pour vous poser la question, est-ce qu'on est vraiment solide sur ces questions-là? Je vous rappelle quand même que nous avons 4 SNLE et qu'au moment du début de la crise en Ukraine, on pense qu'il y en avait 3 qui avaient été mis à l'eau, ce qui s'appelle un signalement stratégique très important. C'est-à-dire qu'on avait les 3/4 de la flotte de la dissuasion française qui avait quitté Brest et qui étaient au large. Donc il faut savoir que nous avons 48 missiles M51 qui ont une portée de 8000 km. On a fait les 2 derniers exercices de tir d'essai cette année, le 19 avril 2023 et le 19 novembre 2023, et les 2 ont été un succès de tir, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs sur les tridents britanniques. On a fait un effort considérable pour maintenir cette capacité autonome. C'est une décision vraiment au départ du général de Gaulle qui a été forte. On était monté à 5,6% du PIB des années 60 pour se doter de l'arme nucléaire et de sa capacité de dissuasion. C'était 340 milliards d'euros. Je rappelle qu'à ce moment-là, le général de Gaulle a été obligé de faire son premier 49.3. Aujourd'hui, on était pendant des années, on est resté à 3 milliards par an
pour garder et moderniser notre outil. La dernière forme de modernisation sur les dernières années nous a fait monter à 5 milliards pour les sous-marins de nouvelle génération et ce nouveau missile, mais qui nous donne cette capacité. Par ailleurs... Un sous-marin, vous avez dit, c'est combien de missiles ? Alors, il y a 16 missiles sur chacun des sous-marins. Nous avons 48 sous-marins, 48 missiles, qui ont une portée de plus de 8000 km. Savoir que par ailleurs, la dissuasion nucléaire française a aussi permis, mais là je laisserai l'ingénieur parler, mais le développement de 2 choses fondamentales pour l'autonomie française, c'était l'énergie, donc le nucléaire civil, et les ordinateurs, nos supercalculateurs, et toute l'autonomie que nous avons, c'est aussi grâce à ça. Ce sont des produits qui ont tiré la France en avant de manière incroyable du point de vue de son économie. Bruno Combi, même question. Dans quel état nous parlons aux citoyens et contribuables français qui nous regardent, dans quel état est la force de dissuasion nucléaire française ? Alors, pour compléter ce que vient de nous dire d'abord, Didier, répondez à ma question. Dans quel état est-elle ? Oui, en bon état. Et ces forces sont régulièrement révisées, améliorées, modernisées. Donc, les qualités de cette force dissuasion, c'est sa permanence, sa suffisance et sa souplesse. La permanence, ça veut dire qu'en permanence, il n'y a pas de trou dans la raquette. À tout moment, on peut causer des dommages tellement importants à quelqu'un qui voudrait nous attaquer que ça ne vaut pas du tout le coup pour lui de nous attaquer. Donc il n'y a pas de trou dans la raquette. Il y a en permanence un sous-marin nucléaire lanceur d'engins à la mer. C'est vrai que la doctrine a évolué sur ce plan-là, puisque moi, quand j'ai pour la première fois visité un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Redoutable, en 1980 à l'île Longue à Brest, eh bien, la doctrine, on en avait 6 à l'époque, et la doctrine, c'était qu'il en fallait 2 à la mer en permanence, pour qu'au cas où il y en ait un qui ait des soucis, il reste le deuxième. Alors avec les années, la doctrine a évolué. Il est vrai aussi que les sous-marins sont de plus en plus performants et que les SNLE de nouvelle génération, SNLE NG, est encore plus furtif et encore mieux équipé. Un seul sous-marin peut rayer la Russie de la carte ? Un seul sous-marin, c'est 16 missiles. Chacun de ces 16 missiles, comme l'a dit Didier, c'est 7 à 8 fois Hiroshima pour chaque tête. Et il peut y avoir jusqu'à 10 têtes dans chaque missile. Et il y a 16 missiles. Donc on arrive au total, je crois, si je ne me suis pas trompé, 4000 fois même, je crois, Hiroshima. Enfin, c'est des milliers de fois Hiroshima pour chaque sous-marin. Et en cas de crise, il peut y en avoir 1, 2, voire 3 à la mer en même temps, comme ça a été le cas. Nous avons par ailleurs des forces aéroportées. Les sous-marins seraient neutralisés. La règle, c'est la suffisance. Donc la suffisance, ça veut dire que dans toutes circonstances, il faut en avoir suffisamment pour pouvoir répondre et causer les dommages extrêmement importants à l'ennemi qui vont le décourager. Et donc cette suffisance, ça veut dire qu'il en faut suffisamment. On n'a pas besoin non plus d'en avoir 5000 têtes nucléaires comme les Russes ou les Américains. On voit bien dans ce schéma qu'il y a 2 groupes de pays nucléaires, en fait. Vous avez les Russes et les Américains qui ont environ 5000 têtes, 5400 et 5900 chacun. Et ça, c'est pour des puissances de destruction phénoménales. C'est pour rayer des pays de la carte. Nous, on a une vision qui est défensive de l'utilisation de l'arme nucléaire. On s'en sert quand on est agressé, quand nos intérêts vitaux sont menacés. Et pour ça, il suffit de 290 têtes qu'on a. La Chine, qui était dans une position similaire à 350 il n'y a pas longtemps et maintenant à 400 et quelques, et en 2025, ce sera autour de 500. Merci. Donc est en train de migrer progressivement vers le bloc des États-Unis et de la Russie.